Bonjour tout le monde. Bon, alors comme d'habitude, mes fournisseurs de jeux de société me proposent très souvent d'excellents produits. Et en regardant sur leur site internet, il y en a un qui m'a un petit peu plus attiré le regard que les autres. C'était un nouveau jeu qui allait sortir le 31 mai, donc il est sorti. Ça s'appelle Les Conquêtes de Napoléon. En regardant ce jeu sur leur site internet, il avait l'air beau, intéressant. Et je me suis dit, il faut absolument que j'en commande pour l'essayer. Donc voilà, j'en ai reçu. Et je vais vous dire un petit peu ce que ça donne quand on ouvre la boîte et qu'on regarde un peu le contenu, et on va regarder ensemble comment ça se présente. J'ai pas trop bossé les règles encore, donc je sais pas trop comment ça se joue, mais je pense que j'ai saisi l'essentiel des mécanismes, donc bon, on va regarder ça. Alors déjà, ce qui est surprenant, vraiment surprenant quand on a la boîte entre les mains, c'est qu'elle est toute petite. Elle est vraiment toute petite. Moi je m'attendais à avoir une boîte assez grosse, une très grosse boîte dans laquelle il y a plein de matériel, avec plein de rangements, plein de thermoformage, plein de... tout un tas de trucs comme vous vous doutez, mais en fait non. C'est un gros jeu, un très gros jeu dans une toute petite boîte. Alors pour vous montrer un petit peu, la boîte de Napoléon, la boîte des conquêtes de Napoléon, est plus petite qu'une boîte d'Elixit. Regardez. La boîte de Dixit, elle doit être 1,5 cm plus grande en hauteur et en largeur. C'est assez hallucinant. Voilà. Donc une toute petite boîte avec plein de choses dedans. Alors déjà, pour se rendre un petit peu compte de la chose avant de l'ouvrir, il suffit de regarder derrière. Déjà, on a un plateau de jeu, presque 300 cartes, donc 266 cartes, 77 pions. C'est pas mal. Un livret de règles. Il fait 40 pages, donc il est bien touffu. 281 petits pions. 281. Il y en a autant que ça. Ouais, j'avais vu qu'il y en avait pas mal, mais je pensais pas qu'il y en avait autant. Oui, pourquoi pas. Et ensuite, 5 mini plateaux de joueurs, pour se rappeler un petit peu de ce que fait notre nation et comment la gérer. Et un dé. Donc c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs. Les parties durent de 2 à 4 heures, donc on peut faire des parties longues ou des parties courtes, donc la partie courte ou la campagne. À partir de 14 ans. Donc on va regarder ça. Vous voyez déjà, on a un petit aperçu ici. Et on voit déjà que dès le départ, ils ne se sont pas moqués de nous. C'est vraiment très beau, très bien fichu. Et la carte aussi, vous allez voir, elle est magnifique. C'est vraiment un plaisir d'avoir ce jeu en main et de regarder le matériel et de le manipuler. C'est vraiment réussi. Vous allez voir, c'est superbe. Allez, on va ouvrir ça. C'est parti. C'est parti, ouvrons cette boîte pour voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Oui, je sais déjà ce qu'il y a dedans, mais c'est pour faire genre, voilà, je sais pas, parce qu'on fait la vidéo, quoi. Donc bon, c'est normal. Allez, j'ouvre. Regardons ça. Hop. Alors, déjà, on a un beau livret de règles. Très sympathique. Et dedans, du lourd. Du très lourd. Vous pouvez voir déjà, on sait qu'on part sur du 40 pages de règles. Avec des trucs écrits en tout petit, partout. Tout petit, mais tout a l'air très cohérent, très logique. Très intéressant, vous allez voir ça, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Je ne ferai pas le détail des règles très précis parce que je ne les connais pas encore et j'ai juste survolé un petit peu, mais vous allez voir qu'il y a de quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors déjà, on a des pions pour chaque nation. Donc vous voyez, il y a 5 couleurs. Ça, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Là, il y a du pognon. Donc dans ce jeu, on joue avec une monnaie qui s'appelle le franc germinal. Donc, vous voyez, vous avez des pièces grises qui valent 1 et des pièces jaunes qui valent 5. Ça, c'est des cubes en bois. Bon, les cubes en bois, c'est la vie, tout le monde le sait. Et vous avez 2 types de petits cubes en bois. Vous avez les jaunes et les gris. Donc si mes souvenirs sont bons, ça représente les mouvements, donc les points de mouvement dans le jeu, ce qui permet de se déplacer sur la carte de l'Europe. Les gris, ça représente 5 points de mouvement, si je me rappelle bien, et les jaunes, 1 point de mouvement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a voilà, les 5 couleurs des 5 nations.
Donc la nation principale, la meilleure forcément, c'est la France, celle de Napoléon. Donc là-dedans vous avez énormément de pions et de matériel, c'est normal, c'est l'empire à abattre. Donc s'il n'est pas fort, ça sert à rien de se coaliser. Hein. Donc si tous les autres sont coalisés, c'est pas pour rien, c'est bien parce que Napoléon, il rigole pas. Donc là-dedans vous avez des cubes, non pas des cubes, pardon, excusez-moi. Vous n'avez pas des cubes, vous avez des cylindres en bois et plein de petits pions qui vont vous permettre de représenter des navires, des canons, de la cavalerie, de l'infanterie, des pions d'alliance et donc les cylindres en bois ça représente les ouvriers parce que c'est aussi un jeu de poste d'ouvriers, donc vous allez poser des petits cylindres en bois à droite, à gauche, un petit peu partout sur la carte pour décider des actions que vous allez faire. Donc vous avez Napoléon qui est là, vous avez les pions verts. Si je me rappelle bien, ce sont les Autrichiens. Voilà. Vous aviez les pions noirs, ce sont les Prussiens. Vous avez les pions rouges, ce sont les Anglais. Donc les Anglais, ils ont le même matériel que les Prussiens, les Autrichiens et les Russes. Mais ils ont beaucoup plus de navires, parce que l'Angleterre est très forte au niveau maritime dans ce jeu. Et là, vous avez les pions de la Russie, les pions blancs. Voilà. Donc dans chaque sachet, vous avez... à peu près le même matériel pour les coalisés, sauf l'Angleterre qui a plus de navires. Donc chaque coalisé dispose de 5 cylindres en bois qui vont lui permettre de faire 5 actions pendant chaque tour de jeu. Et ensuite, plein de pions différents pour faire des attaques, pour des actions militaires, etc. Napoléon, lui, il a plus de matériel que les autres et plus de cylindres en bois. Il en a 7. Donc ça veut dire qu'il pourra faire plus d'actions et forcément, comme c'est l'homme à abattre, il sera plus dangereux. Il pourra faire plus de choses. Donc je vous ai montré l'argent, les points de mouvement, ça je sais pas encore à quoi ça sert, il est plus en violet, un dé, je sais pas. Et ensuite, vous avez énormément de cartes. Énormément de cartes, il y en a presque 300 comme je vous ai dit. Donc qu'est-ce qu'on a comme carte? Je vous montrerai tout à l'heure, c'est pas grave. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plein, je vais les mettre de côté et après on va les regarder un petit peu plus en détail. Donc vous voyez, il y a 6 boîtes de cartes, donc il y a 300 cartes, il y en a à peu près 150 pour Napoléon, 150 pour les coalisés. Et comme le jeu dure 6 tours, pendant 3 tours on va jouer le premier âge, donc avec la moitié des cartes, et pendant les tours 4, 5, 6 on va jouer le deuxième âge avec le deuxième tas de cartes. Donc la première période, si je me rappelle bien, c'est de 1795 jusqu'à 1805, et la deuxième période c'est de 1806 jusqu'à 1812, donc on va voir ça après. Alors, regardez un peu le matériel d'abord. Donc là, vous avez les plateaux de jeu pour chaque joueur. Donc chaque joueur va recevoir un plateau différent. Donc là, vous avez un plateau pour Napoléon, qui rappelle tout ce qu'il peut faire. Vous voyez, très joli. Magnifique produit. Magnifique matériel. Donc là, on voit Napoléon Bonaparte. On parle de lui, de ses conseillers, de son pouvoir de nation, de sa capacité d'enrôlement pour recruter des troupes. Vous voyez là, on a un petit peu les symboles de tout ce qu'on va pouvoir avoir dans le jeu. Donc l'infanterie, la cavalerie, les canons, les navires, donc les frégates. Je crois que c'est les frégates. Ensuite là, l'argent à côté, ça doit être le coup, je suppose. Enfin, je sais pas, on verra bien. Et puis là, vous avez d'autres choses. Donc le trésor. Ça, c'est le gain d'argent. Parce qu'à partir du tour numéro 2, si je me rappelle bien, on commence à gagner de l'argent. Au tour numéro 1, on n'en gagne pas. Donc là, vous avez les mouvements, comment on déplace les troupes. Et là, un rappel pour tout ce qui est combat. Vous avez à peu près la même chose pour l'Angleterre. Voilà, l'Angleterre en rouge. Donc la couleur de Napoléon dans ce jeu, c'est le bleu. Vous avez la même chose. Où est la Russie? Où est la Russie? Ah, elle est là. Vous avez la même chose, donc pour... non, c'est l'Autriche. Ah non, c'est l'Autriche en blanc, je pensais que c'était la Russie, en fait c'est l'Autriche. Oui, c'est l'Autriche en blanc, pardon. Donc vous avez l'Autriche en blanc, François II. Vous avez la Russie en vert. Et vous avez la Prusse en noir. Ensuite, vous avez
une table des combats. Alors je suppose que ça c'est pour nous aider à se rappeler comment fonctionnent les combats et comment les résoudre. Et ça c'est un petit rappel pour les alliances, parce que les joueurs peuvent faire des alliances pendant le jeu. Et Napoléon peut même forcer certains pays à une alliance, même s'ils ne sont pas d'accord. Donc ça s'appelle une alliance forcée. Ça peut être intéressant aussi. Donc il y a des actions pour faire des alliances naturelles, des actions pour faire des alliances forcées, et des actions pour rompre les alliances, naturelles ou forcées. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Ah, alors là ça c'est du lourd, du très très lourd. Le plateau de jeu. Alors, le plateau de jeu déjà, vous voyez au niveau des détails, c'est de la folie quoi. C'est super beau, super bien fichu. Vous voyez. Et là, on va regarder la Turquie un petit peu, et puis après je vais déplier le plateau, vous allez voir, c'est du délire. C'est juste du délire. Il est hyper grand. Alors, est-ce que j'aurai la place là avec le... Est-ce que je peux... Je vais agrandir un petit peu là pour qu'on puisse peut-être voir un peu plus. Non, je peux pas l'agrandir plus. Non, je peux pas l'agrandir plus. Bon, regardez comment... Ce que ça donne quand ça se déplie, c'est de la folie. Le plateau est gigantesque. Alors, attendez, il faut que je le mette comme il faut pour l'ouvrir, parce que c'est tout un art. Ouais, voilà, il faut le mettre comme ça, sinon on risque de tout casser si on ne l'ouvre pas correctement. Alors, il faut faire comme ça. Vous voyez, pour l'ouvrir, vous regardez le côté mer Noire, et vous placez le plateau comme ça. Vous faites comme ça. Et une fois que c'est comme ça, vous pouvez... Il faut que je le retourne. Hop. Une fois que vous avez fait un W avec mer Noire qui est lisible dans le sens de lecture, vous pouvez ensuite ouvrir le plateau en faisant bien attention à ne pas le casser, parce que ça peut vite arriver si on n'est pas prudent. Et voilà. Donc vous vous retrouvez avec un plateau gigantesque. Je peux vraiment pas écarter l'image un peu plus, non? Bon, tant pis, il faudra faire avec, hein, tant pis. Désolé. Je peux pas faire mieux, parce que sinon... Je tiens le téléphone, c'est pas pratique, donc je vais le laisser sur l'espèce de perche là, ce sera mieux. Voilà. Donc, sinon comment je peux faire, hein? Je vais approcher la carte et je vais descendre le téléphone, je vais me débrouiller. Donc dans ce jeu, vous avez une grande carte comme ça qui va nous servir à déplacer nos troupes. Alors, comme vous pouvez le voir, la carte est gigantesque. Donc vous avez au niveau de la carte, on va parler un petit peu de la carte. Au niveau de la carte, vous avez énormément de régions. Donc vous avez les pays de l'époque qui sont séparés donc, par des frontières noires, comme ça. Donc là on voit le Portugal. Donc là la frontière entre la France et l'Espagne, bon, etc. Et vous avez des petites frontières blanches, un petit peu partout comme ça. Donc chaque zone comme ça, ça représente une région dans laquelle nos troupes pourront se déplacer pour aller attaquer, défendre, etc. Donc à noter aussi que les villes en forme d'étoile, ce sont les capitales. Alors les capitales, c'est extrêmement important, donc ce sont les capitales des joueurs. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 et 5, avec Moscou tout à fait au bout. Et ces capitales, ce sera des objectifs de victoire aussi, selon le type de victoire que vous voulez obtenir, parce qu'il y a plein de types de victoires qu'on peut obtenir. Donc en fonction de vos objectifs, il faudra plutôt aller sur une ville ou sur une autre, ou enfin bref. Outre les capitales des joueurs, vous avez aussi les capitales neutres. Vous voyez, Madrid, c'est une capitale neutre. Istanbul est une capitale neutre. Stockholm est une capitale neutre. Alors là, vous ne le voyez pas de là où vous êtes, mais Madrid est entouré d'un cercle de couleur violet. Istanbul est entouré d'un cercle de couleur jaune. Et Stockholm est entouré d'un cercle de couleur orange. Donc en fait, il faut savoir que dans ce jeu, il y a 5 couleurs importantes qui vont représenter 5 ressources. Ah, j'ai oublié, il y a Rome aussi. Rome est en rose. 5 aspects du jeu à gérer. Donc, attendez, pour ne pas me tromper, je vais les reprendre. Mais voilà, c'est ça. Donc, vous avez les finances qui correspondent à la couleur jaune, donc rien à voir avec la couleur des pays. Vous avez le moral qui correspond à la couleur violette, l'aspect société qui correspond à la couleur rose, l'orange à la diplomatie et le rouge au militaire.
Donc, il faut savoir que si vous réussissez à avoir Madrid, donc Madrid est violette, ça veut dire que vous aurez un bonus de morale. D'où l'utilité d'aller attaquer des territoires neutres, donc une ville neutre. Si vous réussissez à occuper Rome, vous aurez un bonus de société, parce que Rome est rose. Si vous réussissez à occuper Stockholm, qui est orange, vous aurez un bonus en diplomatie. Et si vous réussissez à occuper Istanbul, qui est jaune, vous aurez un bonus en finance. Voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez voir sur la carte. En dehors des zones terrestres et des différents territoires terrestres, comme vous pouvez le voir, il y a aussi des zones maritimes que vous pouvez aussi occuper avec vos navires, et sur lesquels vous pouvez faire des combats. Vous pouvez aller en Corse, en Sardaigne, je crois qu'il y a Chypre aussi, enfin il y a plein de petites îles où on peut aller à droite et à gauche pour attaquer et faire des points. Malte aussi ici. Je l'avais pas vu Malte. Enfin, il y a plein de détails sur la carte, c'est assez beau. C'est assez bien fichu. Je vais rapprocher un petit peu le téléphone pour que vous puissiez voir à quel point c'est beau au niveau des détails. C'est incroyable, ils ont fait un boulot complètement fou. Regardez, je m'approche, regardez un petit peu. Hop, ça va m'échapper un petit peu. Regardez ça. Regardez ça. C'est dingue, hein? C'est superbe. Voilà, moi je suis épaté de voir à quel point ils ont travaillé les graphismes, c'est épatant. Ils auraient pu faire une carte toute moche avec des régions vides et puis juste des traits blancs et des traits noirs. Mais non, ils ont fait un truc superbe. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très très bien. Donc c'est un plaisir, voilà. Ouais, je me répète, je suis désolé, mais il faudra faire avec. Bon, allez, je remets le téléphone à sa place. Hop. Bon, maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais continuer un petit peu en vous parlant du plateau de jeu. Donc comme je l'ai dit, c'est un jeu où vous allez pouvoir placer des pions pour pouvoir, un peu comme des ouvriers, pour pouvoir faire des actions. Et on retrouve ce qu'on a déjà dans d'autres jeux. Vous voyez, par exemple là, vous avez l'ordre du tour. 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous avez les tours de jeu. Donc comme le jeu, comme le jeu dure 6 tours, ben là vous avez les marqueurs pour les 3 premiers tours. Donc là, il nous montre bien qu'on est en âge 1. Donc on va utiliser les premières cartes, celles de l'âge 1. Donc de 1795 à 1804. Et là, on est sur l'âge 2, donc les tours 4, 5, 6. Donc là, on va utiliser les cartes qui vont de 1806 à 1812. Voilà. Donc là, on a une piste d'initiative. Alors c'est quoi la piste d'initiative? Pour ceux qui ne savent pas, c'est une action qu'on fait pendant un tour pour obtenir des bonus et choisir l'ordre de jeu des prochains tours. Par exemple, je vais vous montrer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont rajouté des bonus qui n'existent pas dans d'autres jeux. Parfois, la piste d'initiative, c'est bête et méchant. C'est juste pour décider qui va jouer sur les prochains tours. Là, c'est un petit peu différent. Non seulement on décide de qui va jouer dans les prochains tours, mais ça décide pas non plus totalement qui sera à quelle place, et ça donne en plus des bonus. C'est ça qui est marrant. Attendez, je prends les petits pions. Donc là, j'ai pris les pions des joueurs, hein, voilà. Donc admettons, je mets la Russie en premier, l'Autriche en deuxième, l'Angleterre en troisième, la France en quatrième, et la Prusse en cinquième. Donc si pendant le jeu, admettons, il y a un joueur, mettons le français, qui décide de se mettre en deuxième position, et admettons qu'il y a, je sais pas moi, l'autre, je sais pas, la Prusse, allez, on va dire la Prusse, qui décide de se mettre en troisième position, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà la France va gagner 2 francs en germinal, plus 2 points de mouvement, plus une carte. Alors on a le droit de piocher une carte. Et si on voit le drapeau ici pour la Prusse, ça veut dire que la Prusse va gagner un point de morale, parce qu'il y a le moral qui est important dans le jeu, et elle aura le droit de tirer une carte.
Et comme les autres joueurs se seront positionnés ailleurs sur le plateau et auront fait d'autres actions, s'il n'y a que les Français et les Prussiens qui sont sur la piste d'initiative au moment de la résolution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Français vont devenir premiers et les Prussiens deuxième. Donc au moment de la résolution, on va faire ça. On va faire hop, hop, et hop. Voilà. Mais par contre, si les Anglais, on va dire les Autrichiens, si les Autrichiens avaient décidé de se mettre avant la France, parce que c'est leur choix, parce qu'ils ont fait cette action, enfin bref, les choses se seraient passées autrement. C'est-à-dire que les Autrichiens seraient devenus premiers, les Français deuxième, les Prussiens troisième, et tout aurait été décalé vers la droite. Donc les Russes seraient passés quatrième, les Anglais cinquième. A noter que les Autrichiens, s'ils s'étaient mis en premier, ils auraient gagné une carte et un franc germinal. Et là, c'est le nouvel ordre. Voilà. Donc après, il y a des joueurs qui auraient pu aussi jouer mettre des jetons action sur la finance, pour gagner des options, des bonus de finance. Ils auraient pu aussi jouer sur le moral pour gagner des bonus de morale, ou sur la société pour gagner des bonus de société. Donc je ne connais pas encore trop les cartes, ni quelle est l'influence du moral et de la société sur le jeu, mais bon, ça on en parlera dans une autre vidéo. Ici les capitales neutres. Donc ça rappelle un petit peu les couleurs des capitales, si on ne les voit pas trop bien sur le plateau. Quoique j'avais pas fait attention, mais c'est vrai que les créateurs du jeu ont bien fait attention à mettre la couleur qui va bien. C'est vrai que Madrid est violette et on voit que la zone est violette. La Turquie est jaune et Istanbul est jaune, on voit que la zone est jaune. Stockholm est orange et on voit que la zone est orange. Et Rome est rose et on voit que là c'est rose. Donc non, c'est bien fait. J'avais pas fait attention, mais ils ont fait attention aux détails. Ouais, c'est pas mal. Ça fait partie des jolis petits trucs qu'on trouve dans ce jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là on a du militaire, tout ce qui a un rapport avec le militaire, donc on peut faire des actions militaires ici, poser des jetons pour venir recruter des effectifs. Donc c'est un petit peu délicat au niveau du recrutement des effectifs, parce que d'après ce que j'ai lu dans la règle, j'ai pas vu en détail, mais a priori il y a une différence par exemple en France entre recruter sur Paris et recruter en dehors de Paris. Voilà, il y a plein de petites subtilités comme ça, donc il faudra faire attention à ça pendant la lecture des règles. Là, vous avez une action de diplomatie pour gagner des cartes, des points de mouvement et de l'argent, enfin plein de choses. Je ne sais pas encore trop comment ça se gère, mais c'est ici qu'on va poser nos pions pour faire nos actions, visiblement. Ici, vous avez tout ce qui est gestion des alliances. Alors, je ne sais pas encore trop comment ça marche, mais c'est ça qui va permettre de faire des alliances naturelles ou forcées. Les alliances forcées, c'est quand Napoléon force les autres joueurs à faire une alliance avec lui. Les alliances naturelles, d'après ce que j'ai vu dans la règle, ça permet de montrer à un allié une carte qu'on possède ou qu'on va jouer, donc secrètement. Ce qui permet de pouvoir préparer des plans sans trop parler pour contrecarrer un ennemi. Ensuite ici vous avez donc voilà, désolé j'avais pas monté le plateau, mais tout ce qui est alliance c'était ici, désolé. Ici, vous avez tout ce qui est comptage des victoires militaires. Donc ça rapporte des points de victoire, visiblement. Et après, vous avez une autre partie du plateau qui est plus à droite. Est-ce que je peux plier un peu pour vous le montrer? Ouais, voilà. Donc là, vous avez tout ce qui est piste de société et de morale. Donc là, vous avez une piste commune pour les coalisés contre Napoléon, pour tout ce qui est société, et là une piste pour l'Empire français qui va lui permettre d'obtenir des choses. Alors à noter qu'on commence tous en 1795, donc vu qu'on peut descendre plus bas, je suppose qu'on peut avoir des malus parfois qui peuvent nous faire descendre, et nous on va essayer de choper des bonus probablement pour nous faire monter et obtenir tous les bonus. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'on ne peut obtenir chaque bonus qu'une seule fois. À vérifier. Et là au-dessus vous avez la piste de morale. La piste de morale, donc vous avez une piste de morale pour chaque nation, donc France, Angleterre, Autriche, Prusse et Russie. Donc là aussi, visiblement, on va commencer tous en 1795. Et on pourra aussi descendre ou monter. Donc je ne sais pas encore trop comment ça se gère.
Et a priori, ça va nous permettre d'obtenir des améliorations, des effectifs en plus, des points de mouvement et tout ce qui va bien pour pouvoir essayer de s'approcher de la victoire le plus possible. Voilà pour la carte, il y avait pas mal de choses à dire. Est-ce que j'ai oublié des choses? Très probablement, mais je ne sais pas encore quoi. Bon, on y reviendra plus tard, besoin dans une autre vidéo. Bon, c'est pas très grave. Je vais... Ah oui, j'avais pas vu que sur les capitales ici, et sur les villes neutres, il y avait des plus quelque chose marqué. Vous voyez, par exemple, sur Paris, il y a marqué plus 5. Sur Madrid, plus 2. Sur Londres, plus 5. Donc, vu qu'il y a marqué ça sur chaque ville, ça doit vouloir dire qu'à certains moments du jeu, on obtient des bonus. Donc, je pense que c'est au moment de la séquence de résolution, parce qu'on fait un certain nombre de choses pour résoudre la fin de tour. Donc, c'est à ce moment-là qu'on doit obtenir des bonus. Vous voyez, par exemple, si je regarde un tour de jeu, pour vous donner une idée de comment ça se passe. Vous voyez, donc il y a 6 tours de jeu dans la partie, et un tour de jeu comprend les 9 phases suivantes. Donc d'abord, encaissement des revenus, positionnement des conseillers dans le nouvel ordre des joueurs. Donc ce qu'on appelle les conseillers dans le jeu, c'est les ouvriers. C'est les pions comme ça. Voilà. Ensuite, en 3, résolution des conseillers, donc initiative, finance, société, morale, effet des capitales secondaires, militaire et diplomatie. Ensuite, en 4, on résout l'effet des alliances. Donc, échange ou vision éventuelle d'une carte entre nouveaux alliés lors du premier tour de l'alliance réussie. Ensuite, mouvement de troupes, combat, voilà, donc résolution des combats en 6. Ensuite, on pioche 2 cartes actions pour chaque nation coalisée, 4 cartes actions pour Napoléon. En 8, on vérifie les conditions de victoire, parce que si une condition de victoire est réalisée, la partie s'arrête, forcément, parce qu'il y a des conditions de victoire immédiates. Et ensuite, changement d'époque, à la fin du 3e tour, si nécessaire. Donc si on est au 3e tour, on change d'époque. Si on est à un autre tour, forcément on ne change pas d'époque, ce qui est normal. Voilà. Bon, après je ne vais pas vous détailler toutes les phases, parce que ce serait trop lourd. Peut-être je vais vous montrer par exemple les conditions de victoire dans le livret des règles. Vous voyez, c'est lourd, c'est du lourd. Le tableau du haut, c'est uniquement la version courte, la partie courte, et la version du bas, c'est la campagne, donc la partie longue. Donc regardez un petit peu, mettez sur pause si vous voulez, vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez gagner si vous êtes Napoléon tout seul contre tout le monde. De toute façon, Napoléon gagne ou perd tout seul contre tout le monde. C'est clair et net, ça se passe jamais autrement. Et ensuite, les alliés les coalisés peuvent gagner tous ensemble contre Napoléon, ou alors se poignarder dans le dos et obtenir des conditions de victoire pour gagner seul contre tout le monde. Donc là, c'est à vous de voir comment vous voulez la jouer. Est-ce que vous voulez la jouer coopératif ou solo? Vous voyez par exemple, victoire d'un coalisé seul. Là. Vous avez la victoire automatique stratégique, il contrôle Paris, avec un niveau de société supérieur à 6 et un niveau de morale supérieur à 5. Ou alors il contrôle 3 capitales neutres. Vous voyez, si vous êtes un coalisé, si vous voyez qu'il y a un copain qui va contrôler 3 capitales neutres, dites-vous qu'il est peut-être temps de l'arrêter, de s'allier avec Napoléon pour le calmer. Voilà, parce que s'allier avec Napoléon, c'est pas forcément une mauvaise chose pendant la partie, surtout si un allié coalisé commence à essayer de vouloir faire cavalier seul. Se méfier de Napoléon, c'est bien, mais comme on dit, méfiez-vous de vos amis encore plus que de vos ennemis. Parfois, ça peut être vrai, surtout dans ce style de jeu. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, je voulais vous montrer les cartes. Les cartes, il y a énormément de cartes, c'est impressionnant. Elles sont belles en plus, hein. Elles sont vraiment sympas. Alors là, c'est le moment où il faut replier le plateau, il faut que je fasse super attention pour ne pas l'abîmer. Il y a une manière de le plier, sinon on détruit tout. Donc on va faire l'inverse de tout à l'heure. Donc on va... comment j'ai fait tout à l'heure? C'est pas facile. Hein. Voilà, allez. On va faire comme ça. Et comme ça. Voilà. Bon, je ne vous ai pas montré le dessous du plateau parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Hein. C'est juste blanc, donc il n'y a rien à voir. Hop. Ensuite, les cartes. Il y a énormément de cartes. Donc, vous allez voir ça. Donc là, les cartes pour Napoléon. Donc là, ça c'est la période 1805-1812.
Ça, c'est quoi? Ça, c'est... alors, on a du Napoléon encore, 1805-1812, ça c'est les cartes complémentaires. Donc ça, c'est un rappel des règles du jeu. Ça, c'est un rappel des règles du jeu. Donc, les conditions de victoire pour une nation coalisée qui est seule. Les conditions de victoire pour Napoléon. Le décompte au 6e tour, donc à la fin de la partie. Rappel d'une séquence de jeu. Et les conditions de victoire des nations coalisées ensemble. Voilà. Ensuite, là, vous avez toutes les cartes avec tous vos objectifs secrets. Donc là, le but du jeu, quand vous avez une carte comme ça, c'est d'atteindre votre objectif secret. Vous voyez, par exemple, l'Autriche. Contrôler le duché de Varsovie, contrôler Rome avec un niveau de société supérieur à 10. Donc, si vous êtes l'Autriche et si vous êtes une autre nation, réussir 2 alliances, avoir un niveau de morale supérieur à 8 et un niveau de société supérieur à 10. Donc je ne sais pas encore ce que fait l'objectif secret, ça rapporte peut-être des points de victoire supplémentaires, je ne sais pas trop. Donc vous voyez, il y en a plein pour plein de pays. Donc ça c'est pour les coalisés, donc pour la Prusse, pour l'Angleterre, vous voyez, il y a plein de trucs. Voilà. Voyez, là, la Russie c'est quoi? Contrôler Istanbul, réussir une alliance avec un niveau de morale supérieur à 5 pour toutes les nations. Voilà. Donc des fois vous pouvez aider vos copains, mais c'est pas parce que vous les aimez. C'est uniquement parce que vous avez un intérêt à en tirer. Alors, là on a des cartes coalisées, période 1805-1812. Après vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi les couleurs. Ensuite là vous avez des cartes coalisées, donc on le voit avec l'aigle hein, en haut à droite, l'aigle à 2 têtes. Hop, donc la période 1805-1812, encore. Là, on a du Napoléon. Période 1795-1804. Et là, on a du coalisé. Période 1795-1804. Alors, Napoléon, et là on a coalisé. Alors, comment ça marche déjà tout ça? On va trouver du coalisé avec la période 1795-1804. Hop, donc là c'est que du 1805. Et là, voilà, c'est ça. Donc, oui, il faut faire attention aux couleurs et aux dates. C'est important. Alors, je vais faire des petits tas. Vous allez voir pourquoi. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, quand vous jouez, vous triez les cartes de manière à avoir d'un côté les cartes Napoléon, d'un autre côté les cartes coalisées. Ensuite, les cartes du premier âge, donc 1795-1804, et les cartes du deuxième âge, 1805-1812. Donc les cartes du deuxième âge, on les met de côté et on les sortira uniquement pour les tours 4, 5, 6. Et pour les tours 1, 2, 3, c'est les premiers tas de cartes qu'on va utiliser. Bon, j'enlève la moitié des cartes, les cartes 1805-1812, parce que de toute façon le principe est le même, quel que soit l'âge. Donc vous voyez, dans le premier âge, par exemple pour Napoléon, mais c'est pareil pour les coalisés. Soit j'enlève les cartes coalisées parce que c'est le même principe. Hein. Vous avez des cartes de 5 couleurs différentes. Alors attention, ces couleurs n'ont aucun rapport avec les couleurs des nations. Ça a un rapport avec ce qu'il y a à gérer dans le jeu. Par exemple, là vous avez des cartes jaunes, c'est par rapport à la finance. Donc toutes ces cartes sont en rapport avec la finance. Donc il y en a quelques-unes pendant le premier âge pour Napoléon. Vous avez des cartes roses qui sont en rapport avec la société. Tout ce qui est carte rose, c'est société. Donc tout ce qui est carte orange, c'est un rapport avec la diplomatie. Tout ce qui est carte violette,
c'est par rapport au moral. Et tout ce qui est carte rouge, c'est par rapport au militaire. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent certaines cartes. Vous voyez, par exemple, celle-là. Traité de Ildefonso, alors, je ne connais pas. Enrôlé dans la capitale, une infanterie pour 3 francs, une cavalerie pour 4 francs et un canon pour 4 francs. Donc, lors de ce traité secret d'alliance avec l'Espagne, la France récupère la Louisiane contre la promesse de création d'un royaume détruit sous la coupe de l'Espagne, 1er octobre 1800. Donc ça, c'est pas très important pour le jeu, mais disons que c'est un petit côté historique qui est sympathique parce que ça donne un petit côté intéressant, on apprend des choses. Alors là, vous voyez, il y a des informations importantes par contre pour le jeu. 4, 1 et du orange. Alors je sais pas encore ce que ça veut dire, mais je suppose que c'est des gains financiers. Par exemple là, probablement ça doit rapporter 4 francs germinal. Une valeur orange de diplomatie, on doit gagner en diplomatie, et probablement 0 en militaire, ou en... je sais pas. Bon, on verra. Ça c'est du militaire, il n'y a rien là. Donc je pense que ça correspond à ça en fait. Ça a été fait, il n'y a rien marqué là parce qu'en fait il est là. Voilà. Si on regarde le rose, par exemple, vous avez édition du Code civil. Donc le rose c'est de la société. Donc là, on gagne probablement 2 ors à vérifier. Un rose, donc 1 en société, et là, plus 4 points PM, je sais pas ce que ça veut dire, points de mouvement. Plus 4 points de mouvement. Donc l'édition de Code civil, il confirme des principes de 1789, mais aussi la primauté du mari dans la famille. Ça va pas plaire à certains, ça. Il sert de modèle dans le monde, et il dit « Ma gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles, ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil. » Voilà, donc ça c'est le genre de carte qu'on peut trouver. Allez, on va faire une carte orange en diplomatie. Élu consul à vie. Suite à un demi-échec au Sénat qui le nomme consul pour 10 ans, Bonaparte organise un plébiscite qui, par 3 568 885 voix, le propulse consul à vie. On lui nomme désormais Napoléon. 2 août 1802. Donc là, il gagne 1 en morale, 1 en société et 2 en diplomatie. Grâce à cette carte. Allez, une carte violette de morale. Le petit caporal. Donc ça fait gagner 2, à vérifier encore, 2 d'argent, 2 francs germinal, 2 morale, et ça fait un effet militaire, c'est ça. Donc canon, plus 2 PF, je sais pas trop ce que ça veut dire, bon on verra plus tard. Donc c'est au soir de la bataille de Lodi que ses soldats lui donnent le surnom de petit caporal pour montrer qu'il fait partie des leurs. Il était descendu de son cheval pour positionner les canons qui couvraient le pont de Lodi. 10 mai 1796. Et une carte rouge militaire pour finir, pour voir un petit peu ce qu'il y a dessus. Le siège de Gênes, plus un canon en Italie, plus 4 points de mouvement, donc ça rapporte 4... non, ça doit être 4 points de mouvement, je pense, en jaune, probablement. Plus que de l'argent. Bon, à vérifier. Ça donne 1 en diplomatie. Et plus un canon en Italie, 4 points de mouvement. Donc Masséna réussit à reprendre les forts qui défendaient la ville alors que les Autrichiens se trouvent désormais à portée de canon. Il gagne un temps précieux pour Bonaparte pour arriver en Italie. 4 juin 1800. Voilà. Donc là, vous avez un exemple de ce qu'on a pu trouver dans la période 1795-1804 pour Napoléon. Vous avez l'équivalent chez les coalisés. Et ensuite, pareil pour la deuxième période, donc des tours 4 à 6, pour la période 1805-1812. Donc voilà, il y a plein de trucs qu'on pourra faire avec ce jeu, plein de conditions de victoire, plein d'alliances diplomatiques, de ruptures d'alliance, de combats militaires. Enfin, j'ai l'impression que ça va être assez fou, quoi. Donc je suis assez optimiste sur ce jeu. Il ne reste plus qu'à apprendre les règles et à l'essayer. Et puis dès que c'est bon, je l'amène chez The Win Training Game, l'association avec qui je suis en partenariat. Et ça va être très sympa, je pense. Voilà, on va se jouer à ça un soir ou un dimanche après-midi. Ça va être du lourd, du très lourd. Il faudra juste réussir à expliquer les règles et à se faire comprendre. Là, ça va être mon boulot, mais il va falloir être clair. Mais je suis optimiste, on va s'amuser, ça va être sympa. Bon, si vous avez eu le courage d'arriver au bout de cette vidéo, merci d'être resté jusque là.
Et puis je vais essayer de faire une vidéo prochainement pour expliquer les règles du jeu de manière condensée. Va y avoir du boulot, mais bon, je devrais pouvoir y arriver, il y a moyen je pense. Bon allez, bonne journée, à bientôt, ciao.